Lecture de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 2, La Ligue des Rouquins, suite. Il y a un beau concert cet après-midi à St. James Hall, dit-il. Qu'en pensez-vous, Watson? Vos malades pourront-ils se passer de vos services quelques heures? Je suis libre aujourd'hui, ma clientèle n'est jamais très absorbante. Dans ce cas, prenez votre chapeau et partons. D'abord pour un petit tour dans la City, nous mangerons quelque chose en route. Il y a beaucoup de musique allemande au programme, et elle est davantage à mon goût que la musique française ou italienne. Elle est introspective, et j'ai grand besoin de m'introspecter. Venez. Nous prîmes le métro jusqu'à Aldergate. Une courte marche nous mena à Saxe-Cobourg Square, l'une des scènes où s'était déroulée l'histoire peu banale que nous avions entendue. C'était une petite place de rien du tout, suant la misère sans l'avouer tout à fait. 4 rangées crasseuses de maisons de briques à 2 étages contemplaient une pelouse minuscule entourée d'une grille. Un sentier herbeux et quelques massifs de lauriers fanés y défendaient leur existence contre une atmosphère enfumée et ingrate. 3 boules dorées et un écriteau marron avec Jabez Wilson écrit en lettres blanches à l'angle d'une maison révélèrent le lieu où notre client rouquin tenait boutique. Sherlock Holmes s'arrêta devant la façade. Il pencha la tête de côté et la contempla. Entre ses paupières plissées, ses yeux brillaient. Lentement, il remonta la rue, puis la redescendit sans cesser de regarder les maisons, comme s'il voulait en percer les murs. Finalement, il retourna vers la boutique du prêteur sur gage. Il cogna vigoureusement 2 ou 3 fois le trottoir avec sa canne, avant d'aller à la porte et d'y frapper. Presque instantanément, on ouvrit. Un jeune garçon imberbe, à l'aspect fort éveillé, le pria d'entrer. « Merci, dit Holmes. Je voudrais seulement que vous m'indiquiez, s'il vous plaît, le chemin pour regagner le Strand d'ici. » « La 3e à droite et la 4e à gauche, répondit aussitôt le commis en refermant la porte. Il a l'esprit vif, ce type, observa Holmes quand nous nous fûmes éloignés. Selon moi, il est, au royaume de l'habileté, le 4e homme dans Londres. Quant à l'audace, il pourrait même prétendre à la 3e place. J'ai déjà eu affaire à lui autrefois. De toute évidence, dis-je, le commis de M. Wilson tient un rôle important dans cette mystérieuse affaire de la Ligue des Rouquins. Je parierais que vous n'avez demandé votre chemin que pour le voir. Pas lui. Qui alors? Les genoux de son pantalon. Ah, et qui avez-vous vu? Ce que je m'attendais à voir. Pourquoi avez-vous cogné le trottoir avec votre canne? Mon cher docteur, c'est l'heure d'observer, non de parler. Nous sommes des espions en pays ennemi. Nous avons appris quelque chose sur Saxe-Cobourg Square. Explorons maintenant les ruelles qui se trouvent derrière. La rue où nous nous retrouvâmes lorsque nous eûmes contourné l'angle de ce Saxe-Cobourg Square contrastait autant avec lui que les 2 faces d'un tableau. C'était l'une des artères principales où se déversait le trafic de la City vers le nord et l'ouest. La chaussée était obstruée par l'énorme flot commercial qui s'écoulait en un double courant, l'un allant vers la City, l'autre venant de la City. Nous avions du mal à réaliser que d'aussi beaux magasins et d'aussi imposants bureaux s'adossaient à ce square minable et crasseux que nous venions de quitter. « Laissez-moi bien regarder, dit Holmes, qui s'était arrêté au coin pour observer. Je voudrais tout simplement me rappeler l'ordre des maisons ici. Il y a Mortimer's, le bureau de tabac, la boutique du marchand de journaux, la succursale Cobourg de la banque de la City et de la banlieue, le restaurant végétarien et le dépôt de voitures McFarlane. Ceci nous mène droit vers l'autre bloc. Voilà, docteur, le travail est fini, c'est l'heure de nous distraire. Un sandwich et une tasse de café, puis en route vers le pays du violon, où tout est douceur, délicatesse, harmonie. Là, il n'y aura pas de rouquin pour nous assommer de devinettes. Mon ami était un mélomane enthousiaste. Il exécutait passablement et il composait des œuvres qui n'étaient pas dépourvues de mérite. Tout l'après-midi, il resta assis sur son fauteuil d'orchestre. Visiblement, il jouissait du bonheur le plus parfait. Ses longs doigts minces battaient de temps en temps la mesure. Un sourire s'étalait sur son visage, ses yeux exprimaient de la langueur et toute la poésie du rêve. Qu'ils étaient donc différents des yeux de Holmes le limier, de Holmes l'implacable, l'astucieux, de Holmes le champion des policiers. Son singulier caractère lui permettait cette dualité. J'ai souvent pensé que sa minutie et sa pénétration représentaient une sorte de réaction de défense contre l'humeur qui le portait vers la poésie et la contemplation. L'équilibre de sa nature le faisait passer d'une langueur extrême à l'énergie la plus dévorante. Je savais bien qu'il n'était jamais si réellement formidable que certains soirs où il venait de passer des heures dans son fauteuil parmi les improvisations ou ses éditions en gothique. Alors, l'appétit de la chasse s'emparait de lui, et sa logique se haussait au niveau de l'intuition.
si bien que les gens qui n'étaient pas familiarisés avec ses méthodes le regardaient de travers, avec méfiance, comme un homme différent du commun des mortels. Quand je le vis ce soir-là s'envelopper de musique à St. James Hall, je sentis que de multiples désagréments se préparaient pour ceux qu'il s'était donné pour mission de pourchasser. « Vous désirez sans doute rentrer chez vous, docteur ?» me demanda-t-il après le concert. « Oui, ce serait aussi bien. De mon côté, j'ai devant moi plusieurs heures de travail. L'affaire de Coburg Square est grave. » « Grave ? Un crime considérable se mijote. J'ai toute raison de croire que nous pourrons le prévenir. Mais c'est aujourd'hui samedi et cela complique les choses. J'aurai besoin de votre concours ce soir. »« À quelle heure ? » ?»« 10 heures, ce sera assez tôt. »« Je serai à Baker Street à 10 heures. »« Très bien. Dites-moi, docteur, il se peut qu'un petit danger nous menace, alors s'il vous plaît, mettez donc votre revolver d'officier dans votre poche. » Il me fit signe de la main, vira sur ses talons et disparut dans la foule. Je ne crois pas avoir un esprit plus obtus que la moyenne, mais j'ai toujours été oppressé par le sentiment de ma propre stupidité au cours de mon commerce avec Sherlock Holmes. Dans ce cas-ci, j'avais entendu ce qu'il avait entendu, j'avais vu ce qu'il avait vu, et cependant, il ressortait de ses propos qu'il discernait non seulement ce qui s'était passé, mais encore ce qui pouvait survenir, alors que de mon point de vue, l'affaire se présentait sous un aspect confus et grotesque. Tandis que je roulais vers ma maison de Kensington, je me remémorais le tout, depuis l'extraordinaire récit du copieur roux de l'encyclopédie britannique jusqu'à notre visite à Saxe-Coburg Square, sans oublier la petite phrase de mauvais augure qu'il m'avait lancée en partant. Qu'est-ce que c'était que cette expérience nocturne ? Pourquoi devrais-je y participer armé ? Où irions-nous ? Et que ferions-nous ? Holmes m'avait indiqué que le commis du prêteur sur gage était un as, un homme capable de jouer un jeu subtil et dur. J'essayais de démêler cet écheveau, mais j'y renonçais bientôt. Après tout, la nuit m'apporterait l'explication que je cherchais. À 9h15, je sortis de chez moi, et par le Parc et Oxford Street, je me dirigeais vers Baker Street. Devant la porte, 2 fiacres étaient rangés. Passant dans le couloir, j'entendis au-dessus un bruit de voix. De fait, quand j'entrai dans la pièce qui servait de bureau à Holmes, celui-ci était en conversation animée avec 2 hommes. J'en reconnus un aussitôt. C'était Peter Jones, officier de police criminelle. L'autre était long et mince. Il avait le visage triste, un chapeau neuf et une redingote terriblement respectable. « Ah, nous sommes au complet !» s'exclama Holmes en prenant son lourd stick de chasse. « Watson, je crois que vous connaissez M. Jones, de Scotland Yard. Permettez-moi de vous présenter M. Merryweather, qui va nous accompagner dans nos aventures nocturnes. » « Vous voyez, docteur, dit Jones avec l'air important qui ne le quittait jamais. Encore une fois, nous voici partants pour une chasse à 2. Notre ami est merveilleux pour donner le départ. Il n'a besoin que d'un vieux chien pour l'aider à dépister le gibier. »« J'espère, murmura lugubrement M. Merryweather, que nous trouverons en fin de compte autre chose qu'un canard sauvage. »« Vous pouvez avoir pleine et entière confiance en M. Holmes, dit fièrement l'officier de police. Il a ses petites méthodes qui sont, s'il me permet de l'avouer, un tout petit peu trop théoriques et bizarres, mais c'est un détective né. Il n'est pas exagéré de dire qu'une fois ou deux, notamment dans cette affaire de meurtre à Brixton Road ou dans le trésor d'Agra, il a vu plus clair que la police officielle. « Oh, si vous êtes de cet avis, Monsieur Jones, tout est parfait » s'écria l'étranger avec déférence. « Pourtant, je vous confesse que mon bridge me manque. C'est depuis 27 ans la première fois que je ne joue pas ma partie le samedi soir. » « Je crois que vous ne tarderez pas à vous apercevoir, dit Holmes, que vous n'avez jamais joué aussi gros jeu. La partie de ce soir sera donc passionnante. Pour vous, monsieur Merryweather, il s'agit de quelques 30 000 livres. Pour vous, Jones, il s'agit de l'homme que vous voulez tant prendre sur le fait. John Clay, assassin, voleur, faussaire, faux-monnayeur. C'est un homme jeune, monsieur Merryweather, et cependant, il est à la tête de sa profession. Il n'y a pas un criminel dans Londres à qui je ne passerai les menottes avec plus de plaisir. Un type remarquable, ce John Clay. Son grand-père était un duc royal. Lui-même a fait ses études à Eton et à Oxford. Il a le cerveau aussi agile que ses doigts. À chaque instant, nous repérons sa trace, mais quant à trouver l'homme... Un jour, il fracturera un coffre en Écosse et le lendemain, il quêtera dans les Cornouailles pour la construction d'un orphelinat. Il y a des années que je le piste, et je ne suis jamais parvenu à l'apercevoir. J'espère que j'aurai la joie de vous le présenter cette nuit. J'ai eu moi aussi affaire 1 ou 2 fois à M. John Clay, et je vous concède que c'est un as. Mais il est plus de 10 heures, il faut partir. Prenez tous 2 le premier fiacre. Watson et moi suivrons dans le second. Tout au long de notre route, Sherlock Holmes ne se montra guère enclin à la conversation.
Du fond du fiacre, il fredonnait les airs qu'il avait entendus l'après-midi. Nous nous engageâmes dans un interminable labyrinthe de ruelles éclairées au gaz jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans Farrington Street. Nous approchons, constata mon ami. Ce Merryweather est un directeur de banque et cette affaire l'intéresse personnellement. J'ai pensé qu'il ne serait pas mauvais d'avoir Jones avec nous aussi. Ce n'est pas un mauvais bougre, quoique professionnellement je le considère comme un imbécile. Mais il a une qualité positive. Il est aussi courageux qu'un bulldog et aussi tenace qu'un homard s'il pose ses pinces sur quelqu'un. Nous voici arrivés, ils nous attendent. Nous avions atteint la même grande artère populeuse où nous avions déambulé le matin. Nous quittâmes nos fiacres et, guidés par M. Merryweather, nous nous engouffrâmes dans un passage étroit. Il nous ouvrit une porte latérale. Au bout d'un couloir, il y avait une porte en fer massif. Celle-ci aussi fut ouverte. Elle débouchait sur un escalier de pierre en colimaçon qui se terminait sur une nouvelle porte formidable. M. Merryweather s'arrêta pour allumer une lanterne, et il nous mena vers un passage sombre qui puait la terre mouillée. Encore une porte, la troisième, et nous aboutîmes à une grande cave voûtée où étaient empilées tout autour des caisses et des boîtes de grande taille. « Par le haut, vous n'êtes pas trop vulnérable, » remarqua Holmes en levant la lanterne et en regardant autour de lui. « Ni par le bas, dit M. Merryweather en frappant de son stick les dalles du sol. « Mon Dieu, s'écria-t-il, elle sonne creux. »« Je dois réellement vous prier de vous tenir un peu plus tranquille, dit Holmes avec sévérité. Vous venez de compromettre le succès de notre expédition. Pourrais-je vous demander d'être assez bon pour vous asseoir sur l'une de ces caisses et de ne vous mêler de rien ?» Le solennel M. Merryweather se percha sur une caisse, avec un air de dignité offensé. Holmes s'agenouilla sur le sol. À l'aide de la lanterne et d'une loupe, il examina les interstices entre les dalles. Quelques secondes lui suffirent. Il se remit debout et rangea la loupe dans sa poche. « Nous avons une bonne heure devant nous, déclara-t-il. En effet, ils ne prendront aucun risque avant que le prêteur sur gage soit couché. Seulement, ils ne perdront plus une minute, car plus tôt ils auront fini leur travail, plus ils auront de temps pour se mettre à l'abri. Nous nous trouvons actuellement, docteur, et vous l'avez certainement deviné, dans la cave d'une succursale pour la City, de l'une des principales banques de Londres. M. Merryweather est le président du conseil d'administration, et il vous expliquera les raisons pour lesquelles les criminels les plus audacieux de la capitale n'auraient pas tort de s'intéresser à présent à cette cave. C'est notre or français, chuchota le président, et nous avons été avertis à plusieurs reprises qu'un coup était en préparation. Votre or français ? Oui, il y a quelques mois, nous avons eu occasion de consolider nos ressources. À cet effet, nous avons emprunté 30 000 Napoléons à la Banque de France. Mais, dans la City, on a appris que nous n'avons jamais eu besoin de cet argent frais, et qu'il était dans notre cave. La caisse sur laquelle je suis assis contient 2000 Napoléons enveloppés de papier de plomb. Notre réserve métallique est beaucoup plus forte en ce moment que celle qui est généralement affectée à une simple succursale, et la direction redoute quelque chose. Crainte tout à fait justifiée, ponctua Holmes. Maintenant, il serait temps d'arranger nos petits plans. Je m'attends à ce que l'affaire soit mûre dans 1 heure. D'ici là, monsieur Merryweather, faites tomber le volet de votre lanterne. Alors, nous resterons dans le noir ? J'en ai peur. J'avais emporté un jeu de cartes, monsieur Merryweather, et je pensais que puisque nous serions 4, vous auriez pu faire quand même votre partie de bridge. Mais l'ennemi a poussé si loin ses préparatifs que toute lumière nous a interdites. Première chose à faire, choisir nos places. Nos adversaires sont gens audacieux. Nous aurons l'avantage de la surprise, c'est entendu. Mais si nous ne prenons pas le maximum de précautions, gare à nous. Je me tiendrai derrière cette caisse. Vous autres, dissimulez-vous derrière celle-là. Quand je projetterai de la lumière sur eux, cernez-les en vitesse. Et s'ils tirent, Watson, n'ayez aucun scrupule, abattez-les comme des chiens. Je posai mon revolver armé sur la caisse en bois derrière laquelle je m'accroupis. Holmes abaissa le volet de la lanterne. Nous fûmes plongés dans l'obscurité, et cette obscurité me parut effroyablement opaque. L'odeur du métal chauffé demeurait pour nous convaincre que la lumière n'était pas éteinte et qu'elle jaillirait au moment propice. Mes nerfs, exaspérés par cet affût particulier, me rendaient plus sensible à l'atmosphère glacée et humide de la cave. « Ils n'ont qu'une retraite possible, chota Holmes. La maison de Saxe-Coburg Square. Je pense que vous avez fait ce que je vous avais demandé, Jones. Un inspecteur et 2 agents font le guet devant la porte. Par conséquent, tous les trous sont bouchés. Il ne nous reste plus qu'à nous taire et à attendre. » Comme le temps nous sembla long. En confrontant nos souvenirs, ensuite, nous découvrîmes qu'il ne s'était écoulé qu'1 heure et quart avant l'action. Nous aurions juré que la nuit entière avait passé et que l'aube blanchissait déjà le ciel au-dessus de nos têtes. J'avais les membres raides et endoloris, car j'avais peur de faire du bruit en changeant de position.
Quant à mes nerfs, ils étaient tellement tendus que je percevais la respiration de mes 3 compagnons. Je distinguais même celle de Jones, plus lourde, de celle du président du conseil d'administration de la banque, qui ressemblait à une poussée régulière de soupirs. De ma place, je pouvais observer les dalles par-dessus la caisse. Soudain, mes yeux aperçurent le trait d'une lumière. D'abord, ce ne fut qu'une étincelle rougeâtre sur le sol dallé. Puis elle s'allongea jusqu'à devenir une ligne jaune. Et alors, sans le moindre bruit, une fente se produisit et une main apparut. Blanche, presque féminine, cette main se posa au centre de la petite surface éclairée. Elle tâtonna alentour. Pendant 1 minute ou 2, la main, avec ses doigts crispés, émergea du sol, puis elle se retira aussi subtilement qu'elle était apparue. Tout redevint noir, à l'exception de cette unique lueur rougeâtre qui marquait une fente entre 2 dalles. La disparition de la main, cependant, ne fut que momentanée. Dans un bruit de déchirement, d'arrachement, l'une des grosses dalles blanches se souleva sur un côté. Un trou carré, béant, se creusa et une lanterne l'éclaira. Par-dessus le rebord, un visage enfantin, imberbe, surgit. Il inspecta les caisses du regard. De chaque côté de l'ouverture, ainsi pratiquée dans le sol, une main s'agrippa. Les épaules émergèrent, puis la taille. Un genou prit appui sur le rebord. L'homme se mit debout à côté du trou. Presque au même instant se dressa derrière lui un complice, aussi agile et petit que lui, avec un visage blême et une tignasse d'un rouge flamboyant. « Tout va bien, murmura-t-il. Tu as les ciseaux, les sacs ? Oh bon Dieu, saute Archie, saute, je m'en débrouillerai tout seul. » Sherlock Holmes avait bondi et empoigné l'homme. L'autre plongea par le trou et je perçus le bruit d'une étoffe qui se déchirait, car Jones l'avait happé par son vêtement. La lumière fit luire le canon d'un revolver, mais Holmes frappa le poignet d'un coup de stick et l'arme tomba sur le sol. « Inutile, John Clay, articula Holmes avec calme. Vous n'avez plus aucune chance. »« J'ai compris, répondit le bandit avec le plus grand sang-froid. J'espère que mon copain s'en est tiré, bien que vous ayez eu les pans de sa veste. » « Il y a 3 hommes qui l'attendent à la porte, dit Holmes. Oh, vraiment, vous me paraissez n'avoir rien oublié. Puis-je vous féliciter? Moi aussi, je vous félicite, dit Holmes. Votre idée des rouquins était très originale et efficace. Vous retrouverez bientôt votre copain, dit Jones. Il descend dans les trous plus vite que moi. Tendez-moi les poignets afin que j'attache les menottes. Je vous prie de ne pas me toucher avec vos mains crasseuses, observa notre prisonnier, tandis que les cercles d'acier se refermaient autour de ses poignets. Vous ignorez peut-être que j'ai du sang royal dans les veines. Ayez la bonté, quand vous vous adressez à moi, de m'appeler monsieur et de me dire s'il vous plaît. D'accord, répondit Jones, ahuri mais ricanant. Eh bien, voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur, monter par l'escalier? Nous trouverons en haut un carrosse qui transportera votre Altesse au poste de police. Voilà qui est mieux, dit John Clay avec sérénité. Il s'inclina devant nous 3 et sortit paisiblement sous la garde du policier. Réellement, monsieur Holmes, dit monsieur Merryweather, pendant que nous remontions de la cave, je ne sais comment la banque pourra vous remercier et s'acquitter envers vous. Sans aucun doute, vous avez découvert et déjoué une tentative de cambriolage comme je n'en avais encore jamais vu dans une banque. J'avais un petit compte à régler avec monsieur John Clay, sourit Holmes. Dans cette affaire, mes frais ont été minimes. J'espère néanmoins que la banque me les remboursera. En dehors de cela, je suis largement récompensé parce que j'ai vécu une expérience pour ainsi dire unique et que la Ligue des rouquins m'a été révélée. Elle était très remarquable. Voyez-vous, Watson, m'expliqua-t-il dans les premières heures de la matinée, alors que nous étions assis à Baker Street devant un bon verre de whisky, une chose me sauta aux yeux tout d'abord. Cette histoire assez incroyable d'une annonce publiée par la soi-disant Ligue des rouquins et de la copie de l'encyclopédie britannique ne pouvait avoir d'autre but que de retenir chaque jour hors de chez lui notre prêteur sur gage. Le moyen utilisé n'était pas banal. En fait, il était difficile d'en trouver de meilleur. C'est indubitablement la couleur des cheveux de son complice qui inspira l'esprit subtil de Clay. 4 livres par semaine constituaient un appât sérieux. Mais qu'était-ce pour eux que 4 livres, puisqu'ils en espéraient des milliers? Ils insérèrent l'annonce. L'un des coquins loua provisoirement le bureau, l'autre poussa le prêteur sur gage à se présenter, et tous 2 profitaient chaque matin de son absence. À partir du moment où j'ai su que le commis avait accepté de travailler à mi-salaire, j'ai compris qu'il avait un sérieux motif pour accepter l'emploi. Mais comment avez-vous découvert de quel motif il s'agissait? S'il y avait eu des femmes dans la maison, j'aurais songé à une machination plus vulgaire, mais il ne pouvait en être question. D'autre part, le bureau de notre prêteur sur gage rendait peu. Enfin, rien chez lui ne justifiait une préparation aussi minutieusement longue et coûteuse. Il fallait donc chercher dehors,
Mais cherchez quoi? Je réfléchis à la passion du commis pour la photographie et à son truc de disparaître dans la cave. La cave, c'était là qu'aboutissaient les fils de l'énigme que m'avait apporté M. Jabez Wilson. Je posai alors quelques questions sur ce commis mystérieux, et je me rendis compte que j'avais affaire à l'un des criminels de Londres les plus audacieux et les plus astucieux. Il était en train de manigancer quelque chose dans la cave, quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour depuis des mois. Encore une fois, quoi, je ne pouvais qu'envisager un tunnel destiné à le conduire vers un autre immeuble. J'en étais arrivé là quand nous nous rendîmes sur les lieux. Je vous ai étonné quand j'ai cogné le sol avec mon stick, mais je me demandais si la cave était située sur le devant ou sur l'arrière de la maison. Au son, je sus qu'elle n'était pas sur le devant. Ce fut alors que je sonnai. J'espérais bien que le commis se dérangerait pour ouvrir. Nous avions eu quelques escarmouches, mais nous ne nous étions jamais vus. Je regardais à peine son visage. C'étaient ses genoux qui m'intéressaient. Vous avez pu remarquer vous-même combien, à cet endroit, le pantalon était usé, chiffonné et taché. De tels genoux étaient révélateurs du genre de travail auquel il se livrait pendant des heures. Le seul point mystérieux qui restait à élucider était le pourquoi de ce tunnel. En me promenant dans le coin, je constatais que la banque de la City et de la banlieue attenait à la maison de Jabez Wilson. Quand vous rentrâtes chez vous après le concert, j'alertai Scotland Yard et le président du conseil d'administration de la banque. Et la conclusion fut ce que vous avez vu. Et comment avez-vous pu prévoir qu'ils feraient dès le soir leur tentative? À partir du moment où le bureau de la Ligue était fermé, il était certain qu'ils ne se souciaient plus que M. Jabez Wilson fût absent de chez lui. Par ailleurs, il était capital de leur point de vue qu'ils se dépêchassent, car le tunnel pouvait être découvert ou lors changé de place. Le samedi leur convenait bien, car ils avaient 2 jours pour disparaître. C'est pour toutes ces raisons que je les attendais pour hier soir. « Votre logique est merveilleuse !» m'écriai-je avec une admiration non feinte. « La chaîne est longue, et cependant chaque anneau se tient. »« La logique me sauve de l'ennui, » répondit-il en bâillant. « Hélas, je le sens qui me cerne encore. Ma vie est un long effort pour m'évader des banalités de l'existence. Ces petits problèmes m'y aident. »« Et de plus, vous êtes un bienfaiteur de la société, » ajoutai-je. Il haussa les épaules. « Peut-être, après tout, cela sert-il à quelque chose. L'homme n'est rien, c'est l'œuvre qui est tout, comme Flaubert l'écrivait à George Sand.